Le secrétaire général de l'ONU à Istanbul pour suivre les exportations de céréales ukrainiennes dont une partie a pour destination l'Afrique de l'Est. Une attaque au drone a visé l'état-major de la flotte russe à Sébastopol en Crimée ce samedi. C'est la deuxième fois en moins d'un mois. Au Royaume-Uni, les transports paralysés par une grève massive. Les salariés réclament une hausse des salaires pour faire face à l'inflation galopante. La Grèce n'est plus sous surveillance renforcée après 12 années d'austérité imposées par la Commission européenne. Le secrétaire général de l'ONU était à Istanbul ce samedi aux abords du premier navire humanitaire affrété par l'ONU pour transporter des céréales ukrainiennes. Le bateau avait quitté mardi le port ukrainien de Pivdeni avec à son bord 23 000 tonnes de blé, direction Djibouti. Depuis l'accord signé en juillet par l'Ukraine et la Russie sous l'égide de l'ONU et de la Turquie, 65 000 tonnes de céréales et de produits agricoles ont quitté les ports ukrainiens. J'étais dans le port d'Odessa et j'ai vu de mes propres yeux le chargement d'une cargaison de blé sur un navire. J'ai été très ému en regardant le blé remplir la cale du navire. C'est le chargement de l'espoir pour tant de personnes dans le monde. Nous sommes au début d'un long processus, mais vous avez déjà montré le potentiel de cet accord crucial pour le monde. Le secrétaire général de l'ONU a promis que son organisation allait s'efforcer d'intensifier les exportations de céréales ukrainiennes avant l'arrivée de l'hiver, celle-ci étant cruciale pour de nombreux pays d'Afrique. Si les céréales ukrainiennes peuvent quitter le pays par la route, le fret maritime est privilégié et permet de faire transiter d'immenses quantités. Les navires doivent emprunter un couloir sécurisé pour circuler en mer Noire puis être inspectés par un centre de coordination avant d'être autorisés à franchir le détroit du Bosphore. L'Ukraine n'a pas abandonné l'idée de récupérer la Crimée. Une épaisse fumée noire se propageait ce samedi matin à Sébastopol. Il s'agit d'une attaque au drone visant l'état-major de la flotte russe. Le gouverneur de cette ville de la péninsule annexée a publié une vidéo sur Telegram dans laquelle il indique qu'aucun blessé n'est à déplorer et que les services opérationnels menaient l'enquête. Il a également appelé au calme et a assuré que la ville était sous contrôle. C'est la deuxième fois que ce quartier général russe sur les bords de la mer Noire est attaqué en moins d'un mois. Le 31 juillet dernier, 6 personnes ont été blessées lorsqu'un drone chargé d'explosifs a été tiré sur les locaux. Une autre frappe aérienne a été menée cette fois par les forces de Vladimir Poutine près d'Andrivka, dans la région de Kharkiv. Selon le ministère de la Défense russe, 20 mercenaires américains présumés ont été tués. Dans le conflit engagé avec l'Ukraine, la Russie a déjà perdu un nombre très élevé de chars d'assaut. Selon Kiev, près de 1500 chars et 3600 véhicules blindés ont été détruits. Certains sont actuellement exposés dans le centre-ville de la capitale ukrainienne, en attendant de célébrer le 31e anniversaire de l'indépendance du pays, le 24 janvier prochain. La grogne sociale se poursuit au Royaume-Uni. Les Britanniques entament une 3e journée de mobilisation pour réclamer une hausse des salaires adaptée à l'augmentation du coût de la vie. Des perturbations découlent de ces grèves, particulièrement dans les transports. En pleine vacances scolaires, seulement un train sur 5 circule ce samedi et cela pourrait se poursuivre ce dimanche. Les négociations sont jusqu'à présent dans l'impasse. Le ministre des Transports reproche aux syndicats de refuser les réformes de modernisation des rails qu'il pourrait faire passer de force. Le métro de Londres était paralysé vendredi et une partie du trafic de marchandises du pays pourrait également être bloquée. Les dockers du port de Felixstowe, à l'est de l'Angleterre, démarrent ce dimanche un débrayage de 8 jours. Il s'agit du plus gros mouvement de grève au Royaume-Uni depuis des décennies face à l'inflation. Elle a atteint en juillet plus de 10% et pourrait dépasser 13% en octobre, le niveau le plus élevé d'un pays du G7. La Grèce sort de 12 années de surveillance renforcée imposée par la Commission européenne. Une surveillance qui a commencé en 2010 alors qu'Athènes, en lourde difficulté financière, avait fait appel à l'UE, au FMI et à la Banque centrale européenne. 3 plans de sauvetage de 289 milliards d'euros ont été mis en place par ces créanciers qui ont en échange exigé d'Athènes de prendre des mesures d'austérité pour assainir les finances publiques. Ces 3 dernières années sont une réponse aux leçons des 12 dernières années. Elles montrent ce qu'il faut faire pour ne plus jamais revivre cela. Nous devons avancer unis, avec des solutions réalistes. Nous pouvons faire des erreurs, mais nous sommes certainement sur la bonne voie, a déclaré le Premier ministre grec.
La cure d'austérité de ces 12 dernières années a été violente pour les Grecs avec la baisse des pensions de retraite et des salaires ainsi que des augmentations d'impôts et des coupes drastiques dans les budgets des services publics. Aujourd'hui, Athènes a renoué avec la croissance, mais le chômage reste l'un des plus élevés de la zone euro et la dette colossale s'élève à 180% du PIB. Après la tempête et les inondations, s'ensuit le nettoyage. Une partie de l'Autriche est sous l'eau après avoir subi des records de pluie ces dernières 24 heures. C'est ici, à l'ouest du pays, près de la frontière allemande, que les intempéries ont été les plus violentes. Routes et maisons inondées, coulées de boue, les pompiers ont dû intervenir plus de 1500 fois depuis ce vendredi. Un tronçon de l'autoroute de la vallée du Rhin a été fermé pendant des heures, paralysant la circulation. Les précipitations sont désormais terminées. Aucun mort ni blessé n'est pour l'instant à déplorer. Ces inondations font suite à la tempête meurtrière qui a traversé l'Europe ce jeudi, provoquant en Autriche la mort de 5 personnes, dont 2 enfants, près d'un lac fréquenté du sud du pays. Au moins 20 personnes ont été tuées dans une attaque des islamistes Shebab contre un hôtel de Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Les djihadistes ont pris d'assaut l'hôtel Hayat vendredi soir dans un échange de coups de feu avec les forces de l'ordre. Une première explosion a été entendue, causée par un kamikaze selon la police. D'après des témoins présents sur place, une deuxième explosion a fait des victimes parmi les sauveteurs, les membres de sécurité et les civils. Les djihadistes étaient toujours retranchés dans une chambre de l'hôtel samedi. Groupe islamiste lié à Al-Qaïda, les Shebab, qui sont depuis 15 ans engagés dans une insurrection contre le gouvernement fédéral somalien, ont revendiqué la responsabilité de l'assaut. Il s'agit de la plus importante attaque à Mogadiscio depuis l'élection du nouveau président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, en mai dernier. Carambolage dans le sud-est de la Turquie. 16 personnes ont été tuées sur une autoroute reliant Gaziantep et Nizip. 21 autres ont été blessées selon un bilan encore provisoire. Un bus a percuté une ambulance, un camion de pompiers ainsi qu'une voiture de journalistes. Ces véhicules se trouvaient sur le lieu à la suite d'un autre accident survenu vendredi soir. Ils représentent quasiment 20% de la population d'Afrique du Sud. Les Zoulous couronnent leur nouveau roi. Ce souverain traditionnel le plus puissant du pays ne dispose pas de pouvoir exécutif mais exerce simplement une autorité morale sur son peuple. Reconnus par la Constitution, les chefs traditionnels disposent de terres et de revenus. Misuzulu Zulu, 47 ans, devient roi, malgré une dispute pour le trône qui dure depuis plus d'1 an. En Grèce, 3 ours ont été retrouvés morts au cours du mois dernier dans le district de Florina, dans le nord-ouest du pays. Des mammifères qui ont été abattus d'après l'association environnementale Arcturos, qui a dévoilé ces informations. Ces crimes, tous commis dans un espace protégé, ont suscité la consternation. En médiatisant l'affaire et en mobilisant les autorités, nous espérons mettre un terme à ces actions criminelles, explique Panos Stefanou, membre de l'association Arcturos. De tels agissements ne doivent plus rester impunis. Ceux qui tuent ces animaux, qui sont protégés par la législation grecque et européenne, doivent cesser ces activités. Tout le monde doit être conscient que ces crimes ne peuvent pas rester impunis. Les membres de cette ONG estiment que les criminels n'ont pas agi simplement pour se défendre. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une peur en soi. Nous pensons que les ours ont été abattus de manière préventive pour qu'ils n'endommagent pas les installations agricoles ou le bétail, ce qui est encore plus inquiétant et exaspérant. D'après l'association, l'un des 3 ours était une jeune femelle en phase d'allaitement. Cela implique que ces petits ont été livrés à eux-mêmes. L'affaire a fait réagir le ministre grec de l'Environnement qui a annoncé que ses services étaient en coopération avec la police pour résoudre l'affaire. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger ce mammifère, toujours en coopération avec Arcturos. L'organisation lutte pour accroître les populations d'ours dans plusieurs zones de la Grèce en lien avec des ONG locales et étrangères. Le projet Life Bear Smart Corridors se donne pour mission de créer des couloirs permettant aux ours de transiter en toute sécurité entre les différents parcs nationaux.